ce journal de l'Afrique? Alors au sommaire de ce journal de l'Afrique, on va parler de la victoire annoncée d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, d'une affaire de corruption en Algérie et de la situation en Centrafrique à Bangui. Et donc on commence par le Mali, où les chiffres officiels n'ont pas encore été proclamés, mais on connaît déjà le nom du vainqueur du scrutin. Et ce nom, il s'agit d'Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. Il devrait être proclamé président sous peu. Son adversaire, Soumaïla Cissé, a reconnu sa défaite. Il s'est déplacé en famille au domicile d'Ibeka pour le féliciter. Une image d'union et d'apaisement, un ton qui tranche après les échanges parfois très virulents entre les deux hommes durant la campagne. Soumaïla Cissé s'est exprimé ce mardi à Bamako. L'heure n'est plus à la contestation. Plus question de dénoncer des fraudes massives. Soumaïla Cissé ne déposera pas de requête devant la Cour constitutionnelle. Il souhaite une réconciliation des Maliens. C'est ce qu'il nous a dit dans une interview accordée un peu plus tôt dans la journée. On l'écoute. Il faut s'atteler très vite à résoudre les problèmes qui vont venir et à réconcilier, à rassembler les Maliens. Il faut rendre à celui qui a gagné son pouvoir, lui permettre de travailler sereinement, de critiquer s'il le faut, l'appuyer quand il le faudra. L'important, c'est que notre pays se dresse et que notre pays retrouve ses marques. Et François Hollande a téléphoné à Ibrahim Boubacar Keïta pour le féliciter pour sa victoire. Le chef de l'État qui a annoncé qu'il se rendra au Mali pour l'investiture, une cérémonie qui est prévue en septembre. Le Mali qui va donc avoir un président issu des urnes, et c'est une étape évidemment importante pour le redressement du pays. Une étape oui, mais le chemin reste encore très longtemps. Les défis sont colossaux. Réconcilier le Nord et le Sud, refondre l'armée, relancer une économie exsangue, autant de difficultés auxquelles Ibeka va être confronté. Pour en parler, nous étions il y a peu avec Francis Patindé depuis Bamako. Il est journaliste et fin connaisseur de la vie politique malienne. Il nous parle de la volonté d'Ibeka de mettre un terme au consensus mou, un principe qui a longtemps guidé la direction des affaires maliennes. Le consensus mou, c'est cette théorie qui voulait, cette pratique qui voulait que les uns et les autres participent au gouvernement, qu'on mette que tout le monde y aille, qu'il n'y ait pas d'opposition et que chacun participe à la gestion de la chose publique. Mais les deux adversaires du second tour sont d'accord sur ce point. Le consensus mou, c'est désormais du passé. Et ce processus, cette pratique avait quelques avantages quand même. Ça permettait, par exemple, de mettre les pieds à l'étrier pour les jeunes, pour les plus jeunes, les profanes, de les initier à la gestion de la chose publique, de leur montrer en quoi consiste la gouvernance, en quoi consiste préparer une loi de finances. Donc ça avait des avantages. Ça avait l'inconvénient de priver la société d'une vigie, de personnes capables de tirer le tosquin et de dire voilà, non, le gouvernement dérape, de ramener le gouvernement à la raison. Mais le consensus mou est désormais du passé. Alors, le premier d'un dossier qui s'impose à Ibeka, c'est la question du Nord. Les accords de Ouagadougou donnent un cadre pour des négociations avec les séparatistes touaregs. Comment Ibeka compte entreprendre ces discussions et que peut-il mettre en place pour que le scénario de guerre ne se répète pas à nouveau ? Moi, je pense qu'il part avec beaucoup d'avantages, beaucoup d'arguments. Il est élu avec une forte majorité, apparemment, d'après ce qui se dit. Et il est élu avec une forte coalition des candidats du premier tour qui le rejoint pour le second. Donc, je pense que ça, c'est déjà un atout. Il entamera, et le cadre existe. Le cadre, c'est les accords de Ouagadougou. Et je pense qu'il s'inscrira dans ce cadre. Mais il ne faut jamais oublier que c'est à la fois un homme souple, c'est un homme rond, un fin diplomate, mais c'est également un homme de fermeté. Je pense que tout ce qui touchera, il est prêt à négocier tout, sauf à l'intangibilité des frontières du Mali. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce dossier malien. On passe à autre chose, l'Afrique du Sud, avec un signe d'apaisement à la mine de Marikana. Les rivalités entre les syndicats dans cette mine de platine se règlent souvent par arme à feu. Les intimidations et les agressions étaient devenues quotidiennes. Plus de 20 morts ont été recensés depuis un an. Dernière victime en date, une syndicaliste abattue hier devant son domicile. Le président de l'autre syndicat appelle à la fin des assassinats. On l'écoute. Nous condamnons la tuerie d'hier avec la plus grande fermeté. Particulièrement car nous célébrons le mois de la femme. Nous fêtons les héroïnes de notre pays.
Et nous voilà devant un meurtre insensé et brutal. Nous disons qu'il faut y mettre un terme. Voilà pour cet appel au calme à Marikana. On parle à présent d'un scandale de corruption en Algérie. Un scandale de corruption, exactement. Il s'agit d'un ancien proche du président Abdelaziz Bouteflika, Chakib Khalil, qui fut ministre de l'énergie, et 8 de ses proches font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Plus d'explications avec Salima Belhadj. C'était l'un des hommes forts de la politique en Algérie et il fait aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt international. Chakib Khalil, 74 ans, est au cœur du scandale de corruption qui secoue l'Algérie et l'Italie. Proche du président Abdelaziz Bouteflika, il a été son ministre de l'énergie entre 1999 et 2010 et de ce fait, numéro 1 de la Sonatrach, la compagnie pétrolière algérienne. Durant cette période, il est accusé d'avoir touché des pots de vin de la part de la société Saipem, filiale du groupe pétrolier italien Eni. L'affaire a éclaté en début d'année après des révélations dans la presse italienne. Saipem aurait obtenu en Algérie 7 contrats d'une valeur de 8 milliards d'euros. Et pour obtenir ces marchés, la société aurait versé 197 millions d'euros de pots de vin. L'intermédiaire entre l'Algérie et l'Italie serait un certain Farid Bedjaoui, bras droit de Chakib Khalil. Il fait lui aussi l'objet d'un mandat d'arrêt, tout comme l'épouse et les 2 enfants de l'ancien ministre. Chakib Khalil avait été limogé du gouvernement Bouteflika en 2010 suite à un premier scandale de corruption. Possédant la nationalité américaine, il serait actuellement aux États-Unis. Il a répondu au juge d'instruction qu'il ne pouvait se rendre à sa convocation en Algérie en raison de problèmes de santé. Dans l'actualité africaine également, la Centrafrique qui a célébré le 53e anniversaire de son indépendance et une marche pour la paix a été organisée à l'occasion. Et oui, à cette occasion également, une quantité importante d'armes a été brûlée. Le président de la transition veut lutter contre la prolifération des armes dans le pays. Michel Djotodia peine à restaurer l'ordre et à désarmer les ex-combattants. Les violences contre les civils se multiplient malgré la présence d'une force multinationale dans la capitale. Il s'agit de la FOMAC. Ces militaires font des patrouilles communes à Bangui avec les rebelles de la Seleka. Voyez ce reportage de nos confrères de l'AITV. L'opération de sécurisation de la ville de Bangui a démarré depuis 1 mois et demi déjà. Elle est menée conjointement par la FOMAC, la force multinationale de l'Afrique centrale, qui compte 1 millier d'hommes, ainsi que des éléments de la Seleka, les forces de sécurité centrafricaines, en cours de restructuration. Notre mission aujourd'hui est de patrouiller ensemble avec la FOMAC, la gendarmerie et la police. On cherche des ex-Seleka encore en tenue sur la route et qui perturbent la sécurité des gens. Ce matin, la patrouille se dirige vers la sortie nord de Bangui. Dans la cité des 100 logements, des maisons ont été pillées et vandalisées par les ex-rebelles. Des officiers non identifiés occupent illégalement des villas dont ils ont chassé les propriétaires. Les habitants de la cité expriment leur désarroi. On a acheté des maisons, mais apparemment maintenant les gens viennent s'installer, prendre des maisons et puis bon, on ne sait pas qui prend quoi, etc. Depuis que les soldats de la FOMAC procèdent au désarmement forcé des miliciens, les coups de feu semblent avoir diminué dans la capitale. Mais la population vit toujours la peur au ventre. Difficile dans ces conditions pour les animateurs de la société civile de parler à visage découvert. Ils viennent de lancer une pétition pour dénoncer les graves exactions des droits humains qui se poursuivent en Centrafrique. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'exactions, il y a beaucoup de tueries, il y a beaucoup d'assassinats qui ont été perpétrés par ces éléments de la Seleka. La population pointe aussi du doigt le contingent tchadien de la FOMAC, accusé comme les ex-combattants de la Seleka d'entretenir l'insécurité dans la capitale. La pétition qui circule à Bangui exige le retrait des soldats tchadiens et le retour en N'Djamena. Au Nigeria, Johan, Boko Haram revendique plusieurs attaques, des attaques très meurtrières. L'armée est appuyée sur le terrain par des milices locales, des villageois en charge de la sécurité de leur district. Eh bien, ces villageois ont été la cible des insurgés. Le point avec Tatiana Mosso.
Selon les autorités locales, près de 56 personnes ont été massacrées par des insurgés soupçonnés d'appartenir à Boko Haram. Cette attaque serait une réponse aux groupes de vigilance. Créés par des citoyens, ces groupes de vigilance aident l'armée dans son combat contre Boko Haram. En effet, l'armée nigériane a fait appel à eux afin de repérer et d'arrêter les membres du groupe terroriste. Nos familles, nos frères et sœurs, nos parents ont été tués. Nous n'avons plus la paix et nous en avons assez. Nous voulons nettoyer la ville, qu'elle redevienne comme avant. Le chef du groupe islamiste armé nigérian a revendiqué dans une vidéo les récentes attaques meurtrières contre les forces de sécurité dans le nord-est du pays. Dans cette vidéo, Abubakar Shekau affirme également être en bonne santé, malgré l'offensive militaire en cours visant à détruire le mouvement insurrectionnel qu'il dirige. Vous trompez les gens, nous sommes en bonne santé, nous exécutons les demandes d'Allah. Notre but est d'établir un État islamique. La propagande ne nous détruira pas. Depuis 3 mois, le nord-est du Nigeria est placé en état d'urgence. L'armée communique très peu sur les offensives menées contre le groupe terroriste. Les lignes téléphoniques sont coupées dans de nombreuses régions et les accès y sont restreints. Depuis 2009, les attaques de Boko Haram et de l'armée ont fait au moins 3600 morts. Ouais, c'est sur cette actualité inquiétante au Nigeria que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité africaine. Merci, Johan Bodin. Il est 22h56 à Paris. Dans un instant, la météo, nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue, donc restez avec nous bien sûr sur France 24.